Jean-Joseph, nous reprenons. Alors, quels seraient les défis pour notre monde? Et puis après, peut-être les défis pour notre pays et pour l'Occident. Ce que montrent ces trois continents, c'est que nous pouvons les voir comme une menace, et c'est quand même souvent la façon dont ils sont présentés, ou les voir au contraire, effectivement, comme l'opportunité d'un changement en profondeur. Alors, moi j'aime beaucoup les citations, mais il y en a une qui est belle. Le monde est un pot à eau. Quand on a bu, on le passe à autrui. On voit bien que ce n'est pas du tout, pour l'instant, l'état d'esprit dans lequel on se situe, nous. Si on a une attitude vis-à-vis de ces pays qui émergent, une attitude, c'est un jeu à somme nulle. Ce qu'ils gagnent, on le perd. On risque de rentrer dans un jeu, en fait, à somme négative. C'est-à-dire qu'on le voit avec les guerres aujourd'hui au Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, la diplomatie française est complètement rentrée dans ce jeu à somme négative. On appauvrit la France, parce qu'on ne va pas me faire croire que l'industrie militaire, ça crée de la valeur. Et évidemment, on appauvrit terriblement, on l'a vu en Irak, en Libye, aujourd'hui en Syrie. Une autre façon, c'est de raisonner en termes de comment on peut créer un jeu à somme positive. Prendre un exemple simple, puisqu'on est à la veille de la fameuse COP21 de Paris, on voit bien que les enjeux, là, sont sur la table. Alors, je viens de lire dans Le Monde, effaré, un titre à la une, l'Inde, 3e pollueur du monde. Alors, si on commence la COP21 avec cet état d'esprit, on va avoir un petit problème. Pourquoi ? Parce que si on regarde le cumul des émissions de CO2, de gaz à effet de serre, ne serait-ce que sur la période 1900 à aujourd'hui, la France a émis 8 à 10% du stock d'émissions qu'il a au-dessus, parce que les émissions de CO2, elles ne disparaissent pas. C'est-à-dire plus que l'Inde, peuplée, je le rappelle, d'1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. 60 millions d'habitants ont émis à ce jour 20 fois plus d'émissions. Si on prend par habitant, l'Inde émet à peu près aujourd'hui 1,7 kg de CO2 par an par habitant. La France, on en est à 10 fois plus. Enfin, les États-Unis en sont à 10 fois plus, et la France, on est à 5-6 fois plus. Je reviens à mon proverbe, quand on a bu, on le passe à autrui pour boire. Donc si la rencontre de Paris, ça va être de dire aux pays émergents, il faudrait peut-être penser maintenant à réduire vos émissions, problème. On va aller vers un affrontement, car je ne vois pas ni la Chine, ni l'Inde, et encore moins l'Afrique, accepter cela. D'autant plus qu'on leur avait promis des milliards pour la transition énergétique. Pour l'instant, ils n'auront quasiment rien vu. Par contre, si on regarde la façon dont la France, pour prendre notre responsabilité en main, peut évoluer vers l'après-carbone, on voit bien qu'il faut qu'elle se transforme complètement. C'est ce qu'on appelle le facteur 4. C'est-à-dire que la France doit, population française, doit en l'espace de 20 ans, réduire de 4 fois ses émissions par habitant. Comment ? C'est une révolution extrêmement importante, bien évidemment, et pas seulement technique. On voit bien, à chaque fois que je reviens sur Paris, qu'est-ce que je vois au-dessus par avion ? C'est un énorme balai de voitures, il y a des millions de voitures qui circulent. Il y a plus de voitures en France qu'il y en a en Inde, par exemple. Quand même, c'est surprenant. Hein ? Là encore, je répète, 25 fois plus d'habitants en Inde. C'est encore des travaux, comme j'ai pu voir dans mon quartier, où vous êtes venu là, dans le 13e arrondissement, où les rois du béton, les Bouygues, etc., sont en train de construire encore sur le registre des années 60. Plus je coule de béton, plus je mets de ponts en fer, et mieux je me porte. Puis il faut des parkings, évidemment, donc on installe des parkings. On vous fait croire que la voiture électrique va réduire le problème. Pas du tout. La voiture électrique, il faudra bien qu'elle recharge les batteries, donc il faut apprendre à rouler beaucoup moins, de façon peut-être plus efficiente, de façon plus collective, et ça, c'est une véritable transformation. Est-ce que les Français vont le faire d'eux-mêmes ? Eh bien non, c'est ça le problème. Il va falloir que, et je crois que la logique des pays émergents n'est pas complètement idiote, il va falloir qu'on aille vers un affrontement, vers une épreuve de force qui va donner aux politiques
le courage, ils n'en ont pas. Donc la volonté de céder parce que les autres poussent trop fort. Donc le changement énergétique. Derrière le changement énergétique, c'est l'ensemble évidemment des relations économiques et je pense des relations humaines qui est en cause. Les campagnes se sont vidées. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir vidé les campagnes pour créer, comme on le voit dans la région parisienne, mais aussi autour de Toulouse, de Lyon, etc., des énormes agglomérations avec des campagnes vides. Et qu'est-ce qu'on fait dans les campagnes vides? On développe une agriculture extrêmement productiviste. On parle beaucoup de bio, mais c'est du bio productiviste. Ce n'est pas du tout du bio qui s'intéresse à la qualité des aliments intrinsèquement et à donner du travail à tout le monde. Donc il y a pour moi une très bonne nouvelle derrière cette montée des menaces, des affrontements, qui est que ça devrait inciter à réfléchir à un autre mode de développement. Et cet autre mode de développement met évidemment, je pense, en avant un besoin de spiritualité. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se retrouvent un peu dans le sens du sacré. La planète, c'est pas pour la sauver, c'est parce que c'est sacré. Le monde animal, le monde naturel, c'est un monde sacré, au sens où on doit respecter ce qui est constitutif des forces de la nature. Oui, une nature qui a toujours été généreuse et qui nous a jamais demandé d'argent en contrepartie et que la plupart d'entre nous pillons allègrement et privatisons tous ces biens. C'est cette phrase de Gandhi qui disait mais la terre a assez de ressources pour satisfaire les besoins de chacun. Mais pas la cupidité. Mais elle n'en a pas assez pour la cupidité. Et c'est bien cette alternative que Gandhi posait dans les années finalement 1910-1920. Dans le sillage, il faut le dire, Gandhi n'a pas seulement pris son inspiration des racines indiennes, mais dans le sillage aussi aux États-Unis, de gens comme Thoreau, Léon Tolstoï, ce mouvement alternatif existe à l'échelle humaine depuis très longtemps, puisqu'on le retrouve aussi chez les philosophes grecs. Quand tu parlais des affrontements, donc il y a un certain nombre de personnes effectivement qui voient assez difficilement comment on pourra arriver à basculer le système autrement qu'en passant par quelque chose de délicat, quelle qu'en soit la forme, c'est-à-dire des crises encore plus violentes, des affrontements, donner donc raison au choc des civilisations par exemple. Et je pense que c'est beaucoup l'inertie, on parle de l'inertie des personnes, mais c'est beaucoup l'inertie de nos gouvernants aussi, parce qu'on pourrait tout à fait choisir d'inciter encore plus à changer, plutôt que de prendre la voie d'une certaine inertie qui automatiquement va conduire à des affrontements. Qu'est-ce que tu en penses? Arrose sur le baudet. La Fontaine. Les gouvernants ont bon dos. Ils sont à l'image de ce que nous sommes, j'en suis persuadé. Rien ne m'empêche de refuser de mettre des bulletins de vote, par exemple, à un moment donné, parce que je juge que l'offre politique, comme c'est le cas en France, est une offre oligopolistique, c'est-à-dire il y a une classe politique qui est un petit groupe, là. On ne prend pas en considération la majorité des gens qui, de par leur non-vote ou leur vote blanc, disent non. Non, mais enfin, pour l'essentiel, malgré tout, c'est marginal, ces non-votes ou ces votes blancs. Pour l'essentiel, nous choisissons nos dirigeants. Alors, si on pense que, comme je le répète, le marché est fermé, hein, c'est comme pour mon pain, si je sors et que je n'ai que 2 boulangers dans le village qui se sont mis ensemble pour décider de fixer le prix, la qualité du pain, etc., eh ben, je vais faire mon pain moi-même, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça le message positif de la période. C'est... si on partage cette idée que la planète a 10 milliards d'êtres humains, ça peut être vivable. Je ne dirais pas que ça peut être un paradis, parce que bon, c'est un peu éculé la recherche du paradis perdu. Mais c'est vivable. Si on met en avant des valeurs, de l'empathie, Saint-Exupéry disait bien, on ne voit qu'avec son cœur, n'est-ce pas? Donc regarder les autres avec son cœur. Mais on ne le fait jamais, bien sûr, ça. Si on met en avant l'empathie vis-à-vis des gens, mais aussi vis-à-vis de la nature qui nous entoure, ça nous amène automatiquement, on le voit bien, à la frugalité. Qu'est-ce que c'est que ces tonnes de déchets qu'une ville comme Paris, 3000 tonnes par jour? Mais est-ce que les gens se rendent compte de ce que ça représente? Donc le changement, il commence par soi-même.
par soi-même, c'est-à-dire individuellement, collectivement, par l'invention de modèles alternatifs, montrer que ça marche, et puis arrêter d'être paresseux. Je crois qu'il y a aussi une très grande paresse dans les gens qui voudraient que ça soit différent. Ah oui, nous on voudrait bien recycler nos poubelles, mais on ne peut pas. Non, grande paresse. Et la paresse étant humaine, c'est ça le problème délicat. Comment faire en sorte que ce sentiment bien vivre, tranquille, ne l'emporte pas sur le reste. Je suis un grand optimiste, mais affreusement réaliste. Je pense que c'est sous les grandes difficultés, c'est sous l'accumulation d'une crise vraiment de civilisation que peut-être ces petits ruisseaux alternatifs montreront peut-être que c'est la norme de demain. Bon. Mais attendre le grand jour, attendre qu'on ait des meilleurs dirigeants, je n'y crois pas. Je crois à l'exemple. Vraiment, c'est la seule façon de s'en sortir.